Média. Podcast. Média. Podcast. Vraiment une rencontre par hasard et des gens qui m'ont amené vers l'opéra et jamais j'aurais cru, de là où je viens, de là où j'ai grandi, que je terminerais chanteur d'opéra. Alors la première chose c'est soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. J'ai pas l'impression de quand je chante ou quand je fais un film ou que je le réalise ou même que je produis, j'ai pas l'impression que je fais un métier différent. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Medi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est David Serrero. Il est chanteur d'opéra baryton, acteur et producteur. L'art donc dans le sang. Au-delà d'une passion, c'est son métier. David Serrero, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour ma chère Karima, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci et vous-même. Eh bien écoutez, je suis honoré de vous avoir au téléphone. Je suis un grand admirateur de votre travail. Merci et beaucoup. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous sur ma radio préférée. Donc mille merci. Tout le plaisir est pour moi, David. Avant d'aller plus loin dans notre échange, l'opéra donc comme plan de carrière pour vous, était-ce une évidence ou le fruit d'un pur hasard ou un peu des deux ? Oh, c'était le pur hasard, mais en même temps, on se dit que c'est la mission que le bon Dieu a bien voulu vous donner. C'est vraiment une rencontre par hasard et des gens qui m'ont amené vers l'opéra. Et jamais j'aurais cru, de là où je viens, de là où j'ai grandi, que je terminerais chanteur d'opéra. C'est ça qui est beau, c'est que la vie vous prend, vous emmène vers des directions, mais il faut savoir aussi se laisser prendre, voyez, se laisser guider aussi par la vie, pas toujours résister parce que le bon Dieu vous envoie des cordes à tirer, des tiroirs à ouvrir et il faut avoir le cœur à les ouvrir aussi. Exactement, c'est tout à fait vrai, David. Et pour vous, quel a été le déclic ? Quand est-ce que vous vous êtes dit c'est ce que j'ai envie de faire ou c'est ce que je vais faire comme métier ou comme profession ? Alors, je m'en souviens comme si c'était hier. Alors, il y a eu 3 mini-déclics. En fait, le premier, quand je crois que j'avais 12 ans, c'était au collège en banlieue parisienne, là où j'ai grandi, en France, où il y avait le professeur de musique qui a commencé à jouer du piano et j'ai dit « Waouh, mais qu'est-ce que c'est beau !» Donc, j'ai commencé par le piano. Ensuite, le deuxième déclic, j'étais fan de Bon Jovi, la star de rock. Et moi qui avais 16 ans, j'ai dit un jour, je le rencontrerai et j'étais au premier rang du concert. J'ai gueulé tellement fort qu'il a arrêté le concert pour me demander mon prénom et il m'a dédié une chanson. Enfin, il y a même l'enregistrement du concert, donc j'ai une preuve. Voilà, une preuve à l'appui pour les sceptiques. Preuve à l'appui. Et puis enfin, le dernier déclic, c'est je suis parti à l'aventure américaine à l'âge de 20 ans. Sans rien pour tenter ma chance dans la musique là-bas et puis j'ai commencé à faire du théâtre et je chantais, je faisais du théâtre. On m'a dit tiens, tu devrais t'intéresser aux comédies musicales et des comédies musicales on m'a dit waouh, t'as vraiment une voix pour l'opéra. Et un soir j'ai dit tiens, je vais voir ce que c'est cet opéra. Je suis passé devant, il y avait un opéra qui s'appelle Turandot qui se jouait. Et c'était complet, mais il y avait une fille dehors qui vendait une place à $25. C'était la place la moins chère. Et donc, j'ai dit, j'y suis allé. Et dès la seconde où le rideau s'est levé, j'ai dit, c'est exactement ce que je veux faire de ma vie. Et le lendemain, je suis retourné au box-office. Donc, il y avait Google, je crois, mais pas comme c'est aujourd'hui. Mais c'est il y a un peu plus de 20 ans, 21 ans, je crois. Et je suis allé au box-office et j'ai dit, voilà, je suis venu voir un opéra hier. J'y connais rien. Je chante, mais pas de l'opéra. Je fais du piano, mais pas du classique. Mais voilà, c'est ce que je veux faire. Alors, comment je démarre ? Voilà. Donc, c'est comme ça que
Donc c'était le que ça a premier pas, démarré. en quelque sorte. Vous Ouais, êtes tombé amoureux finalement de cet art et vous avez décidé à ce moment-là d'en faire un métier, donc un parcours, je suppose, qui n'a pas été de tout repos, en quelque sorte. Il y a sûrement eu des difficultés donc pour en arriver là où vous en êtes actuellement. Quel a ouais. été le processus pour vous par la suite, donc une fois que vous avez découvert cette vocation, cet amour pour l'opéra et vous avez eu ce déclic de vous dire c'est ce que j'ai envie de faire, vous avez fait quoi? Justement pour atteindre cet objectif par la suite, concrètement? Absolument, absolument, c'est une très bonne question. C'est en fait une des grandes particularités de l'opéra, c'est vraiment la formation. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de formation. C'est un peu comme le bodybuilding. Vous voyez, vous pouvez Mhm, pas en une journée avoir des muscles comme Schwarzenegger ou vous voyez des gros bras comme ça dès la première séance. Donc c'est un travail qui demande beaucoup de guidance, mhm, c'est très dur de trouver un bon professeur dans l'opéra. Et puis également, ça a demandé beaucoup, beaucoup d'années parce que j'ai dû un petit peu tout apprendre. Mais j'ai tellement mis les bouchées doubles, j'ai tellement travaillé des heures et des heures tous les jours, tous les jours. mhm. Je l'ai passé soit à la bibliothèque pour apprendre les partitions, soit le soir, l'après-midi, il y avait les lecteurs de CD portables. J'écoutais de l'opéra constamment, constamment. Et vraiment cette soif de vouloir apprendre. Et, euh, et vraiment, je dirais que j'avais déjà envie de réussir en tant qu'étudiant déjà. Vous Mhm. voyez. Et ça, je pense que c'est très important. Et beaucoup de gens qui veulent réussir tout de suite, avoir la belle voiture, l'appartement, le chauffeur, etc. Mais Bah oui, ça prend du temps. déjà, voilà, faut réussir déjà en tant qu'étudiant. Mhm. Et c'est ce que j'ai voulu faire déjà dans un premier temps. C'était déjà de réussir vis-à-vis de mes professeurs. Et ouais, c'est un métier qui demande, on n'arrête pas d'apprendre et on se remet constamment, constamment en question. Justement, C'est parlant ça. de remise en question, David, des moments de doute, est-ce que vous en avez connu durant votre parcours où vous vous êtes dit peut-être j'ai choisi le mauvais chemin, j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû faire ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors, ça m'est arrivé une seule fois, Mhm, quand j'ai fait mes tout débuts, mes gros débuts professionnels à l'opéra. C'était en Roumanie. Je crois que j'avais 26 ans, ce qui n'est vraiment rien dans l'opéra. mhm, Et surtout pour les voix hommes, parce que les voix hommes, les voix femmes sont prêtes un peu plus tôt, si je puis dire. Mais les voix hommes, ça vient un petit peu plus tard. Donc 26 ans, c'était rien du tout. Et j'étais pas très très près vocalement. J'ai remplacé un chanteur au pied levé. J'avais fait croire que j'avais déjà chanté le rôle pour être vite pris. Donc eux, vu ils cherchaient vite quelqu'un, c'était en Roumanie, ils n'ont pas trop vérifié, ils s'en sont très vite rendu compte dès la première répétition. mhm, Mais ils m'ont soutenu, ils m'ont dit bon, ok, on va y aller. Et c'était très dur parce que c'est la première fois que je chantais avec une mise en scène, avec un orchestre, un grand orchestre symphonique. C'était Opéra Carmen. mhm. Et c'était très dur parce que je connaissais même pas très bien la partition. J'étais mal préparé, j'étais pas bien équipé, j'avais un trac monstrueux. Et c'était très, 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 très dur et j'arrêtais pas de me planter et j'y arrivais pas. Jusqu'à la dernière répétition, je me plantais encore. Et je m'étais dit avec mes collègues qui m'ont beaucoup soutenu, je dois dire, j'ai dit, écoute, c'est pas pour moi, je me suis trompé, c'est pas pour moi. Mhm, J'ai aucun plaisir à le faire, je souffre, c'est pas pour moi. mhm, J'ai vécu avec cette idée, c'est pas pour moi. Et je me suis dit, bon, je vais faire cette représentation. Et au moins, c'est un truc que je dirai un jour à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes petits-petits-enfants, où je leur dirai, bah tiens, un jour, vous savez quoi, bah, j'ai chanté, moi, sur une scène d'opéra. Et puis, en fait, tout simplement, même mes collègues me disaient, ouais, fais-toi plaisir, c'est ta dernière soirée, fais-toi plaisir. mhm. Et c'était mes débuts, et il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire dans la salle, sur scène, où je me suis complètement libéré.
Et il y a une des chanteuses qui est toujours une amie qui chantait le premier rôle, qui m'a dit David, tu dois devenir chanteur d'opéra. Et j'ai plus jamais douté après, à partir de ce moment-là. J'ai déjà douté des autres, mais j'ai jamais douté ni de moi ni de mon métier. J'ai jamais été déçu par mon métier. J'ai jamais été déçu de moi-même. J'ai été déçu des gens, mais sinon, j'ai jamais douté. Bah ça, c'est très important. Parce que finalement, David, quand on fait quelque chose avec beaucoup de passion et d'amour, même quand on rencontre ces moments de doute, on arrive plutôt facilement à les dépasser parce qu'on se rappelle pourquoi on a commencé telle ou telle chose. Donc, c'est important d'être passionné. Vous avez raison, quand même. Moi, plus ça va, et puis je me dis que chaque, je dirais, coup dur ou vraiment obstacle que vous rencontrez ou problème que vous rencontrez, c'est quelque chose qui est fait pour vous préparer pour quelque chose de plus gros qui arrive par la suite. Vous voyez, exactement. On vous envoie jamais d'épreuves si on ne sait pas que vous allez pouvoir les arriver, les surmonter, si je puis dire, et également que cette surmontation, ce mot n'existe pas, ne cherchez pas. Mais ça va, on l'a compris, c'est pas grave. Très beau mot d'ailleurs, qu'on devrait utiliser plus souvent. Voilà. Vous permettra justement d'aller plus loin après dans votre travail. Moi, chaque fois que j'ai eu des coups durs, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur moi? Mais pourquoi ci, pourquoi ça? Je me suis dit, mais non, mais en fait, il y a une raison, quoi. Il y a une raison. Et après, quand j'ai eu quelque chose plus tard, j'ai dit, bah ouais, ça, si j'avais pas eu ça, bah, jamais j'aurais fait ça. C'est vrai. Donc, jamais j'aurais pu aujourd'hui faire attention comme ça, quoi. Et c'est pas que dans le travail, hein, c'est aussi dans la vie, c'est aussi dans plein de choses. Moi, je me suis fait escroquer par mon ex-meilleur ami d'enfance. Et j'avais plus rien, plus d'argent à l'âge de 32 ans, à une époque où déjà j'avais déjà tourné dans le monde entier. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais partir à New York, je vais partir aux États-Unis, parce que redémarrer à zéro, parce que de toute façon, quand bien même je m'étais pas fait escroquer, de toute façon, je serais reparti à zéro à New York. Donc, autant repartir à zéro. Et je suis reparti à zéro à New York et j'ai tout reconstruit en 100 fois plus gros. Bien sûr, donc, vous êtes relevé encore plus fort. Ouais. Et justement, vous venez de parler d'ex-meilleur ami d'enfance. Est-ce que pour vous, l'entourage, c'est important quand on veut aller loin dans notre carrière ou dans notre parcours? Donc, peu importe la profession, est-ce que pour vous, c'est important de bien choisir son entourage? Complètement. Alors, il y a une phrase que je dis toujours, si 9 de vos amis prennent de la drogue, vous allez être le 10e. Vous voyez, si 9 de vos amis cassent des vitres et commettent des crimes, vous allez être le 10e. Donc, c'est très, très important de, quelque part, on imite toujours son entourage. Vous voyez. Donc, moi j'ai eu cette chance, c'est que j'ai été très solitaire dans mon travail, parce que l'opéra, c'est un travail que, voilà, on travaille avec son professeur, mais quand vous chantez, vous êtes tout seul à chanter, vous n'avez pas 10 personnes, vous voyez. C'est pas, par exemple, une équipe de foot où vous pouvez pas jouer tout seul sur le terrain, vous êtes avec des coéquipiers. Donc, j'ai eu cette chance que j'étais très, très solitaire, donc j'étais ni mal entouré, ni bien entouré. Qu'après j'étais entouré de gens dans l'opéra qui d'un côté étaient un petit peu extrémistes dans l'opéra, mais j'étais aussi entouré de gens qui ne connaissaient rien à l'opéra, dont c'était pas de métier, qui s'en foutaient complètement. Donc c'était bien d'avoir ces deux-là, et quelque part ça m'a guidé, parce que après, quand j'ai commencé à monter mes spectacles, à jouer, j'ai toujours compris que dans la salle il y avait ces deux parties. Il y avait ces parties qui connaissaient tout et ces parties qui connaissaient rien. Et j'ai toujours joué et agi en fonction de ces deux publics. C'est-à-dire que les gens de l'opéra, eux, ils partent du principe que tout le monde connaît l'opéra, que tout le monde sait qui est quoi, qui a écrit quoi, qui connaît l'histoire, connaît même les paroles. Alors que ce n'est pas le cas.
alors que c'est loin d'être le cas, et ça ne doit jamais être le cas. Vous voyez. Donc c'est ça qui est très important. Mais effectivement, je demande beaucoup de conseils. Plus ça va et plus je demande des conseils en fait. Et plus ça va et plus je demande des conseils aux femmes en fait. Parce que pendant très longtemps, je mélangeais pas mon travail et des copines, par exemple. Vous voyez, je n'appelais pas des copines pour leur parler de mon travail, pour leur demander conseils, etc. Pour moi, c'est deux choses qu'il fallait pas mélanger. Et puis en même temps, je voulais être toujours en position de hauteur, c'est-à-dire jamais montrer tiens, j'ai un doute là-dessus. Pour moi, c'était une faiblesse. Vous voyez, ce qui est complètement idiot. Et en fait, la force, elle est justement dans l'homme qui va chercher des conseils. Et j'oublierai jamais cette phrase de Hassan II, Allah Hermo, qui disait, il disait, vous savez, l'homme sage vient toujours chercher des conseils, des armes, il peut en trouver partout. Donc, une autre phrase de ce grand monsieur. Et donc voilà, plus ça va, et plus je demande des conseils, et moins j'ai peur en fait de dire tiens, il s'est passé ça, elle a dit ça, qu'est-ce que tu penses que je devrais répondre, et qu'est-ce que tu penses de ça? Et je demande beaucoup par rapport au visuel. Là maintenant, je fais de plus en plus de films, et donc c'est beaucoup plus facile de faire voyager en fait le film et de montrer, et en fait on peut avoir un avis, mais ce qui est très 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 important, c'est qu'il faut avoir le courage de vouloir chercher ces conseils, de les demander. Ça permet aussi de prendre du recul. Toujours demander conseil, absolument. Et David, sinon, si vous deviez choisir entre ces casquettes en quelque sorte, donc l'opéra, l'acting, la réalisation, vous choisirez quoi si vous êtes amené à faire un seul choix? Je vais vous décevoir, mais j'ai l'impression de faire le même métier partout en fait. Vous voyez, j'ai pas l'impression de quand je chante ou quand je fais un film ou que je le réalise ou même que je produis, j'ai pas l'impression que je fais un métier différent. Vous voyez, pour moi, ça reste la même chose. Je veux dire, c'est sûr que quand à l'époque, même encore il y avait quelques années, une dizaine d'années, je faisais la vaisselle dans les restaurants bon là oui, là clairement je faisais un autre métier. Pour moi, même si demain je fais je sais pas une émission de radio ou enfin vraiment peu importe, j'ai l'impression que je fais le même métier, c'est-à-dire de collaborer avec les gens, de faire des choses et encore une fois de me laisser guider. Jamais j'aurais cru que je ferais des films. J'en ai fait un là pendant le Covid, qui est un documentaire sur un designer, un fashion designer, un créateur de mode, qui s'appelle Elie Tahari, qui est une grande star aux États-Unis. Le film a été sélectionné dans une centaine de festivals de films. Il a gagné des dizaines de prix. Et maintenant, j'en ai 8 de films en production. Donc, voilà, il y a cette aventure avec l'Opéra Royal du Maroc que j'ai créé. Jamais j'aurais cru qu'un jour je monterais la première compagnie d'opéra nationale du Maroc. Mais c'est... Ça vous tenait à cœur? Voilà, boum, ça me plaît, quoi. Donc ça vous tenait à cœur finalement, tout ce que vous faites, ça vous tient à cœur, donc c'est très difficile de faire un choix, un seul choix. Et c'est une bonne chose finalement. C'est le même métier. Et en fait, tout ce que j'apprends, entre guillemets, d'un métier, me fait bénéficier de l'autre. Par exemple, le fait d'avoir appris à faire des films, ça m'a rendu même un meilleur producteur, en fait, parce que maintenant, je m'occupe beaucoup du visuel. Par exemple, j'ai fait une production de la comédie musicale Les 10 Commandements, qui a été un grand succès en France, avec L'Envie d'aimer, avec tout ça que j'ai adapté aux États-Unis en mai dernier. Quand on a joué la comédie musicale, j'ai dit non mais attends, maintenant je sais faire les vidéos, je sais travailler les vidéos, on va projeter des vidéos, on va faire des animations vidéo, même quand on va filmer la représentation, on va pas mettre juste une caméra, on va filmer avec 3-4 caméras pour faire un beau montage. Donc ça m'a appris, même quand il y a des concerts, je travaille beaucoup sur les lumières, on va faire plusieurs ambiances de lumière différentes, etc. Donc, et quelque part, après, ça me rend unique, parce qu'il n'y a aucun chanteur d'opéra qui fait des films, qui produit comme moi, qui est également ingénieur du son, parce que j'ai appris aussi ça, j'ai appris plein de métiers, donc qui est aussi acteur.
donc du coup qui est metteur en scène, parce que je mets en scène du théâtre, des comédies musicales aussi. Donc comédie musicale, c'est un rythme différent que l'opéra, donc forcément, du coup, je donne un autre rythme à l'opéra. Donc tout finalement se mélange Tout est lié. très bien. Voilà, c'est tout à fait vrai. Vous en Tout est parlez lié, voilà. avec tellement de passion, David Serrero. Peut-être pour la fin de notre échange, des petits conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui ont soit du mal, peut-être, à trouver leur vocation, ou qui aimeraient tout simplement vivre de leur passion, mais qui ne savent pas comment, qui hésitent, etc. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Question, pourquoi pas, de les motiver dans ce sens? Ah bah, complètement. Alors la première chose, c'est soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. Et la deuxième chose, c'est transformer vos rêves en objectifs. Et pour ça, il y a une seule chose, c'est le papier et le stylo. Vous voyez, c'est que j'oublierai jamais ce moment qui m'est arrivé un jour. J'avais, je crois, 24 ans. Je vivais en Russie. Je suis parti faire mes études d'opéra là-bas. J'étais tout seul dans ma chambre, dans le dortoir, avec d'autres gens, etc. Bon, c'était pas la joie. Et je me mets à rêver. C'était avant les iPhones, avant tout ça. Je me mets à rêver. Je prends une feuille de papier, un stylo, et je me dis, tiens, si demain j'avais 2 millions d'euros, mais qu'est-ce que je ferais moi qui avait pas une thune, quoi. Alors je note, je m'achèterais une Ferrari, je m'achèterais un appartement. Mais après, je commence à noter, tiens, je contacterai un tel, j'irai travailler avec un tel, je monterai telle production, je monterai telle œuvre, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Et je remplis comme ça 2 pages. Et à la fin, je regarde ces 2 pages et je me dis que, en dehors bien sûr de la voiture, de l'appartement, tout le reste, je pouvais le faire sans argent. Vous voyez, donc c'était qu'une question de pouvoir appeler, de présenter l'idée. Alors j'ai été créatif, je disais voilà, je peux pas payer la location du théâtre, mais voilà le projet, est-ce que vous accepterez de prendre un risque avec moi et on se partage la recette, vous prenez toute la recette jusqu'à tel montant, jusqu'à que ça vous paye vos frais, et puis après on fait 80% pour vous, 20% pour moi, voyez. Et puis les chanteurs, les musiciens que j'engageais, je travaillais dans un restaurant pour payer leur cachet, etc. Donc il y a toujours une possibilité de faire, et surtout ne jamais se sentir en laisse. Vous voyez, souvent j'ai vu, par exemple, dans un conservatoire, j'ai proposé aux élèves de venir se joindre à tel endroit, etc. Et ils m'ont dit, ouais, mais le professeur, il veut pas. Vous voyez, donc ça, c'est, voyez, des gens qui, et il y en a beaucoup au Maroc, malheureusement, qui tiennent en laisse par leur autorité d'autres gens. Vous voyez, et eux, ils sont rien d'abord, et puis à la fin, sont pas ces gens qui payent votre loyer. Vous voyez, c'est vous. Donc, suivez votre instinct, n'ayez pas peur de vous détacher de ces laisses, et apprenez, consommez l'éducation au maximum. On est à une époque où il est très facile d'envoyer des mails, de joindre les gens, de connaître, d'apprendre. Je veux dire, avant, même si vous vouliez connaître une date d'une bataille de je sais pas quoi, fallait aller à la bibliothèque, ouvrir les livres. Aujourd'hui, vous tapez sur Google. Plus difficile. Voilà, vous avez tout. Vous avez YouTube, vous pouvez apprendre pratiquement tous les métiers, quoi. Donc, et ça, je dois dire que les Marocains, ces 20 dernières années, surtout ces 10 dernières années, ont complètement explosé. Ils apprennent des nouveaux métiers, et même l'Opéra Royal du Maroc que j'ai monté, je l'ai dit dans plusieurs interviews, il y a 20 ans, ça aurait été impossible de monter quelque chose comme ça au Maroc, et aujourd'hui c'est possible. Et à tous les Marocains qui sachent que leurs rêves ne sont plus de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de l'océan Atlantique. Aujourd'hui, vous pouvez rêver au Maroc, vous pouvez faire au Maroc, vous pouvez créer au Maroc, tout est possible, mais à condition de travailler et de mettre l'exigence, la disponibilité, et surtout de contrôler son tempérament. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont raison.
ceux qui réussissent sont ceux qui sont intelligents. Des fois, vous pouvez gueuler en disant « Mais j'ai raison, attendez, il a fait ça. » Oui, mais vous avez plein de gens qui sont SDF et qui ont raison. Voyez. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui est plus important de dire « Vous avez raison, je m'excuse, laissez-moi apprendre, qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper, comment est-ce que je peux progresser, dites-moi qu'est-ce que je peux faire, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre guidance, dites-moi où et quand je dois être. » Ce sont des choses qui sont importantes. C'est ce que j'essaye de donner quand, par exemple, on a des répétitions et qu'il y en a qui ne viennent pas aux répétitions et qui vous disent même pas pourquoi on voulait retrouver au café du coin. Donc, après, si vous voulez, il n'y a pas d'action sans réaction. Voyez. Si vous êtes là à toutes les répétitions, si vous êtes là tous les jours et vous travaillez, ça va payer tôt ou tard. Bien voyez. sûr. Mais si d'un autre côté, vous prenez la chose à la rigolade, eh ben, votre salaire sera à la rigolade aussi. Exactement, ça y a va de soi. Tout à fait. David Serrero, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'écouter votre histoire. Merci beaucoup. C'est un honneur et je vous adore. Et merci pour cette opportunité. Et bravo pour tout ce que vous faites. Vous êtes tellement inspirante. Merci beaucoup, David. Ça me touche énormément. Donc, mille merci. Merci à vous, David. Merci beaucoup et bon courage. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média en podcast. Un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.